tous, bienvenue dans le 19h. Voici les titres de l'actualité. Le programme prioritaire national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027 au centre d'une séance de travail présidée hier par Sa Majesté le Roi au Palais Royal de Marrakech. Coût du projet, 115 milliards de dirhams. Modèle de développement, les séances d'écoute de la commission spéciale consacrée aux partis politiques et aux syndicats se poursuivent. Ses membres ont reçu aujourd'hui les représentants du RNI, de la FDT, du PAM et de l'Association des régions du Maroc. Emploi des personnes en situation de handicap. Un centre d'appel est dédié aux non-voyants à Fès, une première à l'échelle du royaume. Nida El Makfoufine est un centre qui recrute de jeunes téléconseillers, gratifiés de pouvoir enfin jouir d'une autonomie financière. Marrakech, première escale de cette édition. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé hier au Palais Royal de Marrakech une séance de travail consacrée au programme prioritaire national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Cette séance s'inscrit dans le cadre des réunions que le souverain avait présidées dans le but d'élaborer un projet intégré de ce programme qui couvre l'ensemble des régions du royaume. Souada Nachad pour le développement. Lors de cette séance, le ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et le ministre de l'Intérieur ont présenté des exposés devant Sa Majesté le Roi portant sur les différents aspects de ce programme et particulièrement en ce qui concerne les axes suivants. L'amélioration de l'offre hydrique, notamment par la construction des barrages. La gestion de la demande et la valorisation de l'eau, notamment dans le secteur agricole, le renforcement de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, la réutilisation des eaux usées traitées dans l'irrigation des espaces verts, et enfin la communication et la sensibilisation en vue de renforcer la conscience liée à l'importance de la préservation des ressources en eau et la rationalisation de son utilisation. Sa Majesté le Roi a bien voulu donner ses hautes instructions pour la mise en œuvre de ce programme dont le coût global atteindra 115 milliards de dirhams. Cette séance de travail s'est déroulée en présence du chef du gouvernement, M. Saad El Othmani, du ministre de l'Intérieur, M. Abdelwafil Ftit, du ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration, M. Mohamed Ben Chaboun, du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Aziz Akhnouch, du ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, M. Abdelkader Amara, du ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, M. Aziz et du directeur de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, M. Abdelrahim El-Hafidi. Et justement, l'un des piliers de ce programme, la politique des barrages. De nouvelles structures hydrauliques sont en cours de construction dans plusieurs régions du pays. Zoom sur celle de Tidès, dans la province de Khmissat. Reportage réalisé par Fouad El-Harache et Oumem Arabi. À quelques 35 km de Khmissat, les travaux de construction du barrage Tidès vont bon train. D'une capacité dépassant les 500 millions de mètres cubes, il viendra s'ajouter à la longue liste des barrages marocains. Un projet d'envergure. Son objectif, sécuriser la région en eau potable et en eau d'irrigation. Le taux d'avancement des travaux est de 45%. Actuellement, nous sommes en train de mettre en place le béton compacté au rouleau au niveau des fondations avant de commencer à installer les barrières où seront mis les points de prise d'eau destinés à l'alimentation en eau potable et des prises d'eau d'irrigation. Un ouvrage important, le barrage de Tidès, permettra la mobilisation des eaux de surface d'un bassin versant de 2170 km² drainé par l'Oued Bourgreg, générant ainsi un important taux d'énergie hydroélectrique. Environ 890 000 mètres cubes de béton ont été utilisés pour ce barrage qui sera d'une hauteur de 106 mètres au-dessus du sol avec une longueur de 345 mètres. Le coût total du barrage avoisine le milliard de dirhams et il entrera en service début 2022.
Avant de commencer la mise en place, le béton passe par différents tests pour s'assurer de sa qualité et de sa viabilité. Le barrage Sides est entièrement construit à base de béton concassé, mais il y a également d'autres types de béton comme le béton armé. Notre mission est donc de vérifier si tout le matériel utilisé dans la construction de ce barrage est adapté à ce type d'infrastructure. À l'instar du barrage de Sides, 18 autres ouvrages de grande hydraulique sont en cours de construction. Ils viendront s'ajouter aux 144 barrages existants à travers le royaume. Objectif, assurer la mobilisation d'un volume d'eau avoisinant les 4 milliards de mètres cubes à l'horizon 2050. Une écoute large et ouverte pour élaborer les nouveaux modèles de développement. Les consultations se poursuivent à une forte cadence. Aujourd'hui, c'était au tour du parti du Rassemblement national des indépendants et de la Fédération démocratique du travail de communiquer leurs propositions à la commission spéciale sur le modèle de développement. Et il semble que l'emploi, la santé et l'éducation en sont les maîtres mots. Rachid Kenablaleyed, Zakaria Mouqinbillah. Pour le Rassemblement national des indépendants, la vision du nouveau modèle de développement découle de principes et de valeurs basés sur l'écoute de la société et de ses aspirations. Ce modèle s'appuie principalement sur 3 valeurs sociétales, l'égalité, la responsabilité et la cohésion sociale. Ce parti insiste sur 3 secteurs, la santé, l'emploi et l'éducation. Nous avons écouté les attentes des citoyens. Il s'avère que leurs principales priorités sont la santé, l'emploi et l'éducation. Travailler sur ces secteurs stratégiques qui revêtent une grande importance dans le processus de développement nous permettra de trouver des solutions efficaces à divers problèmes sociaux comme l'égalité des chances dans la société. De son côté, la Fédération démocratique du travail considère que l'État a un rôle important à jouer dans tout projet, y compris le nouveau modèle de développement. Les responsables de la centrale syndicale insistent sur la nécessité de renforcer la démocratie et d'améliorer l'action politique. Pour ce qui est de la problématique de l'emploi, nous pensons qu'il est temps d'encadrer le dialogue social avec des normes bien définies. Cela passe à travers un processus réglementaire et un cadre législatif. Le Conseil économique, social et environnemental pourrait jouer un rôle important dans le dialogue social. Il est aussi indispensable de renforcer les droits et les libertés. La commission spéciale sur le modèle de développement avait décidé de procéder à l'écoute des institutions et des forces vives de la nation, incluant les partis politiques, les syndicats, le secteur privé et les associations. Objectif, recueillir les contributions et les avis des parties sollicitées en vue de l'élaboration d'un modèle de développement. Et cet après-midi, la Commission a entendu les propositions du parti Authenticité et Modernité. Le PAM a été représenté par un certain nombre de ses dirigeants. À leur tête, le secrétaire général du parti, Hakim Benchemmesh. Autre séance d'écoute, cette fois avec l'Association des régions du Maroc, qui a présenté sa vision sur la base des recommandations des premières assises nationales de la régionalisation avancée d'Agadir. L'Association des régions du Maroc insiste sur l'accélération de la mise en œuvre de la déconcentration administrative qui est de nature à renforcer l'indépendance de l'action des conseils régionaux et à accélérer l'élaboration des projets de développement. Rabat et Tokyo tiennent leur 5e commission mixte, des travaux co-présidés par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Mohsin Jazouli, et le ministre d'État japonais pour les Affaires étrangères, Keisuke Suzuki. Au programme de la session, 3 accords ont été signés et viennent compléter le cadre juridique régissant les relations économiques entre les deux pays et renforcer la présence des investissements japonais au Maroc. Un accord a d'ailleurs été conclu pour éviter la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et la prévention de l'évasion fiscale et de la fraude. Autre accord conclu sous forme d'échange de notes relatifs à un don d'équipement au profit de la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion. Une nouvelle plateforme digitale dédiée au corps diplomatique accrédité au Maroc. Le portail du protocole vient d'être lancé par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Il propose une gestion dématérialisée des principales prestations destinées aux représentations diplomatiques à Rabat. Les explications avec Habib Azmouri de la direction du protocole.
Ce portail qui est une plateforme moderne, digitale et dématérialisée avec les utilisateurs qui sont les ambassades, le corps diplomatique, consulaire et les organisations internationales et régionales pour améliorer les procédures et dématérialiser l'échange entre le protocole et ces diplomates accrédités au Maroc. Aucun Américain n'a été blessé dans les attaques de la nuit dernière. C'est ce qu'a affirmé cet après-midi le président américain Donald Trump dans une allocution solennelle depuis la Maison-Blanche. Trump a par ailleurs annoncé de nouvelles sanctions économiques visant Téhéran en réponse aux tirs de missiles iraniens sur des bases américaines en Irak. La déclaration de Donald Trump était très attendue dans un contexte quasi explosif au Moyen-Orient après ce tir de missile au beau milieu de la nuit et seulement en l'espace d'une demi-heure. 22 missiles sol-sol se sont abattus sur les bases de Ain el-Assad à l'ouest et à Erbil dans le nord, où sont stationnés 5200 soldats américains. Un acte qui suscite partout de vives inquiétudes dans les capitales mondiales. Téhéran, endeuillé par un violent crash d'un avion peu après son décollage. Pas de survivants. Les 176 personnes qui étaient à bord du Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines ont tous péri. L'avion s'est écrasé dans la matinée après son départ de Téhéran en direction de Kiev. La plupart des passagers étaient des Iraniens et des Canadiens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a interrompu ses vacances à Oman, a ordonné l'ouverture d'une enquête et annoncé l'inspection de toute la flotte aérienne civile d'Ukraine, indépendamment de la cause du crash. Nouvelle journée de violence en Somalie. Au moins 4 personnes ont été tuées et plus de 10 blessés à Mogadiscio dans un attentat à la voiture piégée qui a explosé à proximité du Parlement. Attentat revendiqué par les islamistes Shabab. Lorsqu'elle a explosé, la voiture se trouvait avec d'autres véhicules à hauteur d'un barrage routier le long de la route Makal Mokarrama, près de la zone de Saïdika où est situé le Parlement somalien. Partez vite, l'alerte est de nouveau émise par les autorités australiennes qui exhortent certains habitants à évacuer leur domicile à l'approche d'une vague de chaleur qui risque d'attiser encore les dramatiques feux de forêt ayant déjà ravagé de vastes zones dans le sud et l'est. C'est le cas du gouvernement de l'État du Victoria. Un nouveau décès a été confirmé aujourd'hui, un 4e pompier, ce qui porte à 25 le nombre de morts depuis le début de cette gigantesque vague de chaleur et d'incendie en septembre. Les flammes ont réduit en cendres près de 80 000 km² dans tout le pays, une superficie presque équivalente à l'île d'Irlande. Les appels à l'aide internationale se multiplient. La France va envoyer 5 experts sur place et elle est prête à y envoyer une centaine de personnes si besoin est. Un centre d'appel pour non-voyants, une première au Maroc. L'initiative émane de l'organisation Alaouit pour la promotion des aveugles du Maroc. Depuis tout juste 2 mois, Nida El Makfoufine est un centre opérationnel à Fès qui emploie des personnes handicapées visuelles formées au métier de conseiller, des jeunes gratifiés d'une véritable chance génératrice de revenus et d'autonomie aussi. Mustafa Zahiri au Maïmarabdi. Youssef Bouyez Douzen, un leader dans l'âme. Ce jeune malvoyant a bousculé les codes. C'est le président de Nida El Makfoufine, le premier centre d'appel marocain créé par et pour des non-voyants. Des téléconseillers à l'écoute. Derrière leurs écrans, ils fournissent des renseignements sur une multitude de produits et de services. Grâce à ce centre, les malvoyants peuvent investir le marché du travail. On a tous suivi une formation, que ce soit pour la maîtrise des logiciels, mais aussi pour nous familiariser avec le marché arabe. D'ailleurs, le call center est dédié à ce marché spécifiquement. Des formations continues, les malvoyants en suivent depuis leur jeune âge. Ils sont pris en charge par l'organisation Alaouit pour la promotion des aveugles au Maroc. À leur disposition, un matériel adéquat avec des logiciels permettant de dicter des commandes à haute voix.
L'organisation prend en charge les malvoyants jusqu'au baccalauréat. Nous avons toujours eu de bons étudiants avec un taux de réussite assez élevé. Le fait qu'ils soient intégrés dans le marché du travail par le biais de ce centre d'appel est impressionnant. Ce n'est pas une chose facile. Mais grâce au financement de l'INDH, nous avons pu nous procurer des logiciels qui leur facilitent la tâche. Un exemple d'insertion professionnelle innovant. Pour le mettre en œuvre, l'INDH l'a financé à hauteur de 600 000 dirhams. Le centre compte environ une trentaine de postes. Bref, un tremplin pour que ces jeunes puissent assurer leur avenir professionnel. On prend de l'altitude maintenant et direction Bnimlel, un des endroits paradisiaques pour sauter en parachute. La région est mondialement connue pour cette pratique qui compte de nombreux adeptes. Et vous en conviendrez, avant de sauter, il faut d'abord bien plier son parachute. Chaque voile est différente. À vous de vous rappeler la procédure exacte de pliage et de rangement de la vôtre. On voit cela avec Boukal Mrablitz qui s'est rendu sur place. Avant de prendre les airs et de goûter au plaisir extrême de la chute libre, le saut a ses règles. Le parachute, tout d'abord. Il y a plusieurs méthodes de pliage, dont celle du pliage à l'épaule. Au hangar, toute une équipe emmenée par Driss Abgilini s'occupe de la tâche. Là maintenant, ce que je vais dire, c'est vérifier le parachute, est-ce qu'il est mêlé ou non, parce que cette étape c'est très important. Si le parachute est mêlé, automatiquement le PDS, c'est-à-dire l'utilisation du parachute secours. Mais par contre, si le parachute n'est pas mêlé, l'ouverture sûre et certain. Et les étapes, la première étape, c'est maintenant je vérifie le parachute, est-ce qu'il est mêlé ou non là. Maintenant, regardez là, maintenant ça veut dire que mon parachute n'a pas de souci. Donc l'ouverture sûre et certain. Une fois la première étape terminée, on passe à la deuxième. Phase tout aussi importante. Deuxième étape, je me mets de côté. Je fais un quart du tour à ma voile, sachant que les caissons ils se présentent à ma droite. Et je commence à trier en tirant les caissons. Les caissons là, ils sont toujours impairs. Troisième étape, le moniteur attaque la voile. Il faut éventer le parachute. La voilure d'un diamètre de 7 à 10 mètres sera pliée pour rentrer dans le sac. Une fois l'opération terminée, on procède à une dernière vérification avant de monter dans le pilatus et prendre les airs pour le plaisir de planer avant l'ouverture de la voile. Toujours du sport pour finir. Beau début d'année pour l'international marocain Achraf Hakimi qui évolue au club allemand de Borussia Dortmund. Il est élu meilleur jeune joueur africain en 2019 lors de la 20e édition des CAF Worlds qui s'est déroulée hier à la station balnéaire égyptienne de Ghardaqqa. Achraf Hakimi a été sacré après des performances distinguées la saison dernière avec Borussia Dortmund, notamment en Ligue des Champions. Et puis l'attaquant sénégalais Sadio Mané a reçu, lui, le Ballon d'Or de meilleur joueur africain en 2019 lors de cette même cérémonie. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Mohamed Reda Labidi. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.